À qui s'adresse cette vidéo? À des débutants, friands de conseils, qui veulent découvrir le monde de la machine à commande numérique, mais qui ne savent pas par où commencer. Alors j'ai décidé de vous présenter la machine que j'ai réalisée. Mais par contre, je vous déconseille de la reproduire de façon identique. C'est la première machine que j'ai réalisée, elle contient énormément de défauts. Cette machine est présentée pour vous montrer ce qu'on peut faire. En aucun cas pour vous dire faut faire comme ça. Non. Et il n'était pas question d'investir avant d'avoir des résultats probants. Donc cette machine est issue à 80% de matériaux de récupération. Aujourd'hui, présentation d'une machine à commande numérique. Il s'agit d'une fraiseuse portique 3 axes. Cette machine possède une course en X de 2,50 m, en Y de 1,20 m et en Z de 340 mm. Un petit mot rapide sur la sécurité, soyez prudents. Pour réaliser cette machine, on a besoin d'une scie circulaire et ça ne pardonne pas, donc portez des gants, faites attention à vous. Donc l'outillage nécessaire à la réalisation de cette machine est extrêmement basique. Une simple scie circulaire, une scie sauteuse, une visseuse et une règle de maçon suffit amplement à la réalisation de cette machine. Cette machine est munie d'une table à dépression qui permet de maintenir les pièces à usiner sur la table sans avoir besoin de les brider. La broche est une pièce maîtresse de la machine car celle-ci doit fonctionner pendant des heures sans interruption. Néanmoins, il est possible d'utiliser des produits extrêmement basiques comme la broche présentée. Toute la structure de la machine est réalisée en OSB, un matériau peu coûteux et très rigide. En ce qui concerne les cornières en acier, elles sont toutes issues de récupération. La fabrication de cette table est extrêmement simple. Des planches raccordées entre elles sont découpées à l'aide d'une règle de maçon et d'une scie circulaire. Ainsi, nous obtenons deux éléments avec le minimum de défauts. Il ne nous reste plus qu'à les raccorder entre eux, avec des cornières en acier et les revêtir de planches de médium. Les cornières en L réalisent un guidage suffisant pour ce type de machine et l'intégralité de la partie mobile repose sur 4 galets de guidage en V. La transmission maintenant. L'axe du NEMA 34 entraîne par l'intermédiaire d'un pignon un axe traversant. La tension de la chaîne est assurée par un contrepoids relié à une latte de sommier qui sert de bras de levier. Le guidage de l'axe traversant est assuré par des paliers en applique type UCF d'un coût d'environ 11 €. L'axe traversant est bloqué en translation à l'aide de 2 vis. De chaque côté de la machine, un pignon de 14 dents transmet l'effort à une chaîne. Le parcours de celle-ci est défini par 2 pignons et sa tension est assurée par un galet en PTFE relié à un bras de levier. Le PTFE permet d'avoir une friction minimale avec la chaîne. La chaîne est raccordée à une pièce métallique capable d'être positionnée de façon très précise à l'aide d'écrous et de contre-écrous. Ce réglage est très important. Il permet de récupérer d'éventuels défauts de perpendicularité entre l'axe X et l'axe Y. Sur l'image 24, nous apercevons les écrous qui permettent d'effectuer le réglage précédemment cité. Nous apercevons également un roulement à billes. Ils sont au nombre de 4 sur l'axe X. Ils permettent de maintenir les galets en V sur le rail au cas où il y aurait un effort d'usinage trop important. Je précise que ces roulements ne sont pas en contact permanent avec le bois et qu'il y a un jeu entre le bois et les roulements. Le guidage de l'axe Y, le principe est toujours le même. On prévoit un caisson. La seule chose qu'on arrive à faire avec une scie circulaire, c'est couper des lignes droites parfaites grâce à la règle de maçon. On s'appuie sur ces lignes pour positionner 2 équerres en L qui vont nous servir de guidage. Mais cette fois-ci, c'est des roulements à billes positionnés à 45 degrés qui assurent le guidage. Sur la diapo 28, on peut apercevoir les roues de roller qui permettent le maintien des roulements à billes sur le guidage en L.
Entouré en vert, un axe permet une rotation assurant que les efforts soient identiques sur les deux roues. La transmission en Y est identique à la transmission en X. Seuls des paliers en applique sont remplacés par des paliers sur platine, environ 7 € pièce. Le calcul de la transmission en Y. Donc, notre moteur est relié à un premier pignon de 14 dents, qui est lui-même relié à une chaîne par un pignon de 40 dents. Cela nous donne une réduction de 2,86. Généralement, un moteur contient 200 pas, soit 1,8 degrés. On divise 1,8 par 2,86, ça nous donne 0,63. Le sinus de 0,63 multiplié par 29 mm nous donne 0,32 mm. Ceci est la distance minimum que le moteur peut faire avec un pas entier. La plupart des drivers peuvent être réglés avec des micro-pas, ce qui affine encore la précision. Pour cette machine, X et Y ont la même démultiplication. Seul l'axe Z est différent. Sur la diapo 35, on aperçoit un tube de PVC de diamètre 40. Celui-ci contient une caméra USB. Une fonction de Mach 3 permet le centrage grâce à une caméra. C'est une option intéressante dont je ne me suis pas énormément servi. Ici, il me semblait judicieux de positionner la caméra sur la partie fixe. C'est en fait une erreur. Si vous voulez utiliser cette option, je vous conseille plutôt d'installer votre caméra sur la partie mobile en Z, car vous allez avoir une distance qui sera toujours égale entre la fraise et la caméra, ce qui permet d'avoir une plus grande précision. Le chariot Y étant assez compact, une seule chaîne suffit à le déplacer. Il est relié à l'aide d'une petite équerre à la chaîne. Alors l'axe Z, un premier caisson qui comporte la broche, coulisse au travers du chariot Y. Et des petits patins en PTFE, qui sont habituellement utilisés pour les meubles, assurent le glissement et réduisent les jeux éventuels de la construction. Alors le tableau électrique, tout d'abord, je vous déconseille de faire comme moi. Faut pas le réaliser en bois. L'idéal est d'acheter un tableau aux normes en métal pour une question de sécurité. Port parallèle ou port USB, la question peut se poser. La réflexion à avoir est souvent l'emplacement de la machine. Si vous avez une machine de très grande taille, elle va se trouver dans un garage. L'électronique embarquée et les disques durs vont subir les changements de température du garage. Pour ma part, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai donc commencé par un port parallèle avec un vieux PC dédié à cela. Aucun problème pendant des années et un jour, le disque dur était mort. J'ai donc décidé de ne plus dédier un PC à la machine, mais d'avoir un portable le jour où j'en ai besoin. On le connecte au port USB, c'est nettement plus pratique. Il s'agit là d'un choix, mais pas d'une réponse universelle. Le port parallèle fonctionne très bien. Donc mon conseil, si vous avez un vieux PC avec un port parallèle, servez-vous-en. Car encore une fois, il s'agit d'une machine de loisir. Inutile d'investir inutilement. Dans le cas contraire, où vous ne disposiez que d'un PC sans port parallèle ou d'un portable, optez plutôt pour une carte USB. Le choix des contrôleurs. Pour ma part, ne connaissant pas grand chose au départ, je n'ai pas voulu choisir chaque élément un par un. J'ai donc pris un pack complet. Il m'a permis d'avoir les DM860A, les NEMA 34 et les alimentations en 60 volts. Prévoyez de monter les contrôleurs dans le sens où la ventilation est optimisée. Je vous recommande également de forcer le passage de l'air avec un ventilateur. Pour ma part, j'utilise un 120 mm, ça suffit. Un détail encore, la plupart des éléments de la machine sont issus de récupération. Par contre, ne faites pas d'économie sur le choix des contrôleurs et des moteurs. Ne sous-dimensionnez surtout pas en fonction du budget. Un moteur pas à pas reçoit 2 ordres, une direction et un nombre de pas à effectuer. En aucun cas, il contrôle sa position. Donc si le moteur est mal dimensionné, vous allez perdre des pas. Et là, vous ne pouvez plus rien y faire. Une fois que la machine est dimensionnée, c'est fini. C'est une grande différence entre les machines dites de loisirs et les machines professionnelles. Une machine professionnelle sait exactement où se trouve le chariot.
Si un effort est trop important, elle ne peut pas perdre de pas, car elle vérifie en permanence sa position, sur une règle optique ou sur un encodeur rotatif. L'alimentation des contrôleurs, que en dire? Tout d'abord, essayez de faire un câblage assez propre. Pour les moteurs pas à pas, généralement, on ne les laisse jamais sous tension. C'est normal, car les bobines se mettent à chauffer. Il est prévu avec les contrôleurs un système qui coupe l'alimentation des moteurs, une fois l'usinage terminé. Pour ma part, j'ai préféré avoir un interrupteur dédié à cela. C'est encore un choix, mais attention, si vous ne pensez pas couper l'alimentation, vous risquez de cramer les moteurs. Donc contrairement à mon câblage, je vous conseille vivement de piloter la mise hors tension des moteurs. L'alimentation de la carte USB. Après mise sous tension du 220 volts, un relais colle le pin 14 et le pin 16 de l'alimentation récupérée sur un vieux PC. Et je récupère ainsi du 12 volts pour alimenter ma carte USB, le 12 volts étant le minimum accepté par cette carte. Elle fonctionne entre 12 et 24 volts. Alors, la petite gélule rouge, elle s'est mise en colère. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs que moi. Il faut prévoir une protection mécanique pour l'interrupteur de la broche. Bon, ça saute pas aux yeux au départ, mais il peut toujours y avoir quelqu'un qui involontairement appuie sur l'interrupteur pendant qu'on est en train de changer une fraise. Je sais, c'est peu probable, mais il vaut mieux prévenir que guérir. De plus, il suffit que quelque chose tombe dans le garage et l'interrupteur peut être déclenché. Il faut également faire une caractérisation des pignons. Laisser une machine telle qu'elle est très dangereux. On arrive à la fin alors. Les mots d'ordre: récup, récup, récup. Profitez de tout ce que vous pouvez récupérer. Ça fera baisser le prix de la machine. Un dernier mot avant de vous montrer quelques réalisations. Ne faites pas l'impasse sur un système d'aspiration très efficace. Pourquoi? L'usinage de particules de bois émet énormément de poussière. Quand je dis énormément, c'est vraiment énorme. On n'imagine pas la quantité qui se dégage quand on usine une plaque de médium. On remplit facilement 200 litres. Un aspirateur de maison ne fait pas le poids. Je ferai une vidéo explicative sur les systèmes cycloniques. De toute façon, il faut s'orienter vers un système cyclonique. C'est primordial. Et quoi faire avec une machine pareille? Eh bien, ça c'est votre imagination. Personnellement, j'ai réalisé quelques projets que je vais vous présenter en images.